Qu'est-ce que le transhumanisme? Selon le Petit Larousse qui nous apporte l'une des définitions les plus neutres, objectives et descriptives, le transhumanisme est un courant de pensée qui vise l'amélioration des capacités intellectuelles, physiques et psychiques de l'être humain grâce à l'usage de procédés scientifiques et techniques, manipulation génétique, nanotechnologie, intelligence artificielle, etc. Cependant le dictionnaire rajoute, une conviction idéologique plus que position solidement argumentée, le transhumanisme est contesté aussi bien d'un point de vue scientifique que d'un point de vue éthique. Transhumanisme, vers un cerveau humain augmenté grâce à la technologie, source France 3. Les robots humanoïdes, ou en tout cas dotés de compétences proches de celles de l'être humain, vont-ils envahir notre vie quotidienne? Certains l'imaginent ou même l'espèrent. D'autres le redoutent. Les robots humanoïdes sont déjà présents dans certains secteurs, pour l'instant encore à un stade expérimental. Mais l'intelligence artificielle progresse à grande vitesse. Mais comment et jusqu'où? À l'Institut du cerveau et de la moelle épinière, ICM, des chercheurs travaillent sur la connaissance des zones et des mécanismes du cerveau humain. Avec pour objectif de tenter de stimuler une ou plusieurs activités cognitives de l'être humain, bien sûr. Ils sont en marche vers l'idée d'un homme augmenté, voire amélioré. Mais au-delà, ils font aussi le rêve de pouvoir transférer un jour les pouvoirs du cerveau humain dans une machine. Un jour, pense-t-il, robots et humains ne feront qu'un seul et même être. Et si ce n'étaient pas les robots qui allaient devenir de plus en plus humains, mais les humains qui allaient ressembler peu à peu à des robots? Pour essayer d'imaginer cet homme du futur, nous nous sommes rendus à l'Institut du cerveau et de la moelle épinière. Ici, on cherche à augmenter les capacités cognitives des sujets. Sur Julien, on a installé un bonnet qui contient des électrodes capables de mesurer son activité cérébrale. Les chercheurs localisent ensuite sur son cerveau la région qu'ils vont essayer de stimuler. Vous voyez ces pointeurs-là, je peux le bouger sur la tête de Julia, de notre sujet aujourd'hui. Et en même temps, vous allez voir sur l'écran de cet ordinateur qu'en temps réel, il y a un système qui bouge et qui nous indique la région qui se trouve juste sous ces pointeurs-là. Si vous regardez sur cette image du cerveau de Julia, notre sujet aujourd'hui, on voit un point marqué qui correspond à une région du cerveau qui s'appelle les champs oculaires frontales. Donc avec la stimulation, on va essayer de booster l'activité de cette région afin d'améliorer la perception visuelle de Julia. Grâce à cette stimulation, Julien augmente ses capacités. Il est à même de mieux se concentrer pour détecter les cibles qui apparaissent sur l'écran. On ne peut pas envisager des effets très importants d'amélioration, d'accord, qui nous importent, nous font penser à la science-fiction, si on n'arrive pas avant à développer une belle connaissance de comment le cerveau, dans son état sain, marche et est capable de générer ses fonctions. Alors, l'homme de demain sera-t-il amélioré et augmenté au point de moins souffrir et moins vieillir? Certains pensent déjà même à aller plus loin, à repousser les limites. Dans leur centre de recherche, ils travaillent sur toutes les techniques qui pourraient transférer l'intelligence humaine, et donc avec elle sa conscience, dans une machine. Ce rêve d'immortalité, défendu par le mouvement transhumaniste, peut-il se réaliser? Mais surtout, est-il souhaitable? Ce qui est certain, c'est que peu à peu, la frontière entre science et science-fiction est en train de disparaître. Hacker le cerveau, la menace ultime, ou hacker le cerveau est au cœur du projet transhumanisme et eugénisme. Avec la montée en puissance des neurotechnologies et l'automatisation annoncée des tâches intellectuelles, l'être humain va intégrer de plus en plus de technologies à son organisme. Quels sont les enjeux éthiques, politiques et moraux qui se posent dans cet environnement où notre cerveau, cet ordinateur fait de viande, devient un outil piratable? Avec quel rôle pour les géants du net,
Google, Amazon, Facebook, qui sont précisément en train de phagocyter le domaine des neurotechnologies? La vidéo qui va suivre est une partie de la conférence par Laurent Alexandre, chirurgien urologue et neurobiologiste, également diplômé de Sciences Po, d'HC et de l'ENA. Fondateur et développeur de Doctissimo.fr. Et d'une dizaine d'entreprises e-tech, il dirige aujourd'hui DNA Vision qui est spécialisé dans le décryptage du génome. Auteur de plusieurs livres dont La mort de la mort, La défaite du cancer et Google Démocratie, il s'intéresse aujourd'hui aux technologies NBIC. Nanotechnologie, biotechnologie, informatique et sciences cognitives. Le lien de la conférence dans son intégralité vous sera ajouté en descriptif de la vidéo. Laurent Alexandre a une phrase en tant que médecin qui peut déranger, c'est effectivement les médecins seront les infirmiers de 2030. Alors c'est vrai que ça peut forcément choquer cette corporation, et surtout quand il précise le pouvoir sera aux propriétaires des algorithmes. Ça, c'est un langage qui parle effectivement aux professionnels de la sécurité des systèmes d'information. En fait, l'objectif étant que le corps humain devienne contaminable potentiellement par un virus informatique avec l'introduction des technologies bioniques. Alors, on va parler de biopirates, de police génétique, et effectivement avec tous les débordements possibles et les atteintes à l'intégrité et à l'identité de ce qu'est l'individu. Nous sommes dans un siècle à l'évidence vertigineux. Le séquençage de l'ADN, le bricolage du vivant est en fait un amuse-bouche par rapport au neurobricolage et au neurohacking. Tant notre identité est fondée sur notre cerveau. Nous sommes ce qu'est notre cerveau. Le cerveau était un sanctuaire. Même les dictatures ne pouvaient pas réellement rentrer dans notre cerveau. Un petit peu sous la torture, mais on pouvait quand même mentir sous la torture. Avec les technologies NBIC, les neurotechnologies, nous allons rentrer dans un monde où notre cerveau ne sera plus un sanctuaire. Et ça change tout. Le problème du cerveau est important parce que nous sommes notre cerveau, notre identité, c'est notre cerveau. Nos idées, notre conscience, notre âme, c'est la conséquence de l'état de nos connexions neuronales et synaptiques. Et d'ailleurs, quand on abîme son cerveau, on est mal. Vous avez tous reconnu Schumacher. Nous sommes bien notre cerveau. Et comme vous le savez, Schumacher est bien fatigué. Au-delà de notre cerveau, on voit bien comment les prothèses qui nous entourent, les objets connectés, deviennent des extensions de notre corps et de notre cerveau. Comment l'iPhone et autres smartphones sont en train de devenir des assistants médicaux et des assistants neuronaux. C'est la raison pour laquelle il faut raisonner non pas au niveau du cerveau tout seul, mais avec ces prothèses. Le web, l'Internet et nos différentes prothèses, notamment chez les malades, les implants rétiniens, les implants cochléaires, les implants intracérébraux chez les malades qui ont une maladie de Parkinson, etc., etc. Et demain, les implants que les gens sains auront, également la Google Glass, les lentilles, etc., etc. Les GAFA ont un projet démiurgique et développent l'ensemble des nanotechnologies, biotechnologies, informatiques et sciences cognitives. La cognitique réunissant les algorithmes, l'intelligence artificielle, les sciences du cerveau et la robotique. Comme vous le savez, elles sont régies par des lois exponentielles, et pas uniquement la loi de Moore, mais aussi la loi de Metcalfe, la loi de Carlson, etc. Ce sont ces lois exponentielles qui expliquent que le coût des enzymes qui modifient l'ADN a été divisé par 1000 en 5 ans et 10 000 en 7 ans, que le coût du séquençage ADN a été divisé par 3 millions en 10 ans, et ça va avoir un impact très important sur vos métiers. Le fait que
la puissance des serveurs informatiques est multipliée par 1 milliard tous les 31 années à l'heure actuelle. Mais je ne vais pas vous apprendre la loi de Moore. Le hacking cérébral, il a deux composantes, comme je vous disais tout à l'heure. La lecture et l'écriture et l'editing. Bien sûr, la lecture va aller plus vite que l'editing. C'est comme en génétique. C'est plus facile de lire nos chromosomes que de les modifier. C'est plus facile de faire le plan de l'Amazone que de détourner le fleuve Amazon. La lecture du cerveau. Comment va-t-on lire dans votre cerveau dans les années qui viennent? On va se servir du séquençage ADN. Le séquençage ADN ne va pas nous dire ce que vous avez comme souvenir, mais va nous donner des informations extrêmement importantes sur votre structure mentale. Par exemple, il y a une base chimique sur les 3 milliards de changés qui entraîne des modifications importantes de l'empathie. Dans le gène qu'on appelle l'ocytocine, il y a un variant génétique où il y a une modification d'un ATCG et ça entraîne, selon qu'on a ou pas la mutation, une empathie forte ou une empathie faible. Et des exemples comme ça, il y en a des milliers. Lire votre ADN permet de connaître vos patterns psychanalytiques et psychologiques et donc de mieux vous manipuler grâce aux enregistrements cérébraux. En analysant les ondes cérébrales avec les nouvelles technologies, pas l'électroencéphalogramme des années 60, on peut savoir beaucoup de choses sur vous. Et puis, on va utiliser les enregistrements des différentes prothèses que nous allons avoir, car nous allons être de plus en plus interfacés avec des prothèses électroniques pour approcher ce qu'il y a dans notre cerveau. L'analyse du fonctionnement cérébral, la connaissance de tous les liens entre nos neurones et nos synapses, qu'on appelle le connectome, et on a 100 000 milliards de connexions dans notre cerveau. À peu près 100 milliards de neurones, chaque neurone ayant 1000 synapses avec des neurones plus ou moins voisins. Le connectome progresse vite, au fur et à mesure que la puissance informatique augmente. On va, dans les années qui viennent, analyser des paquets de quelques millions de neurones, puis quelques milliers, puis analyser à distance le fonctionnement des neurones individuellement. À distance, le fonctionnement des neurones individuellement. Paul Allen, dans son institut, analyse la génétique du cerveau avec des moyens considérables. Paul Allen est l'une des plus grandes fortunes du monde, c'est le cofondateur de Microsoft, comme vous savez. Vous avez le Human Brain Project en Europe, vous avez le projet Brain aux États-Unis. La connaissance du cerveau et donc notre capacité à distance et avec différents moyens de comprendre comment fonctionne le cerveau va progresser très vite dans les années qui viennent. Notre capacité à lire le cerveau et à comprendre le cerveau suit bien évidemment la croissance de la puissance informatique. Pour la faire courte, il faut, pour représenter les 100 milliards de neurones, à peu près un hexaflop. Et vous savez bien que la puissance informatique maximale dans le monde aujourd'hui, c'est le TN2, c'est 33 pétaflops, 33 millions de milliards d'opérations par seconde. Donc il va falloir attendre 2018-2019. Pour représenter toutes les synapses, il faut un zétaflop, 1000 milliards d'opérations par seconde, à peu près, c'est ce qu'estiment les neuroscientifiques. Et pour simuler complètement le cerveau, on estime qu'il faut un iotaflop, c'est-à-dire 1 million de milliards d'opérations par seconde, quelque chose qu'on devrait avoir au tournant des années 2040. La puissance informatique est fondamentale. Bien sûr, la connaissance de plus en plus subtile qu'on va avoir va poser des problèmes. On a bien vu que la NSA a menacé d'une amende de 250 000 $ par jour Yahoo s'il n'ouvrait pas la backdoor pour avoir accès à nos enregistrements sur Yahoo. Il est clair que demain, la NSA cherchera à avoir une backdoor sur notre cerveau au fur et à mesure où des acteurs neurotechnologiques auront un accès en lecture à notre cerveau.
Pour mieux contrôler Al-Qaïda, il est à craindre que la NSA pense que la neurotechnologie soit plus efficace que les tortures à Guantanamo. Ces technologies sont en plein développement et nous ne sommes qu'au tout début. Vous voyez bien qu'en hackant ces dispositifs, en hackant un implant cochléaire, on peut donner des hallucinations auditives à quelqu'un. En hackant un implant rétinien, on peut donner des fausses images à quelqu'un. Vous voyez qu'au travers de tous ces dispositifs médicaux, il est possible de hacker le cerveau dès à présent. Mais maintenant, nous allons rentrer dans le dur. Chez l'animal, et dans pas longtemps chez l'homme, on commence à pouvoir modifier les souvenirs, supprimer des souvenirs. Alors, je vous expliquerai pas comment on vérifie qu'une mouche on a modifié un souvenir chez la mouche, c'est un peu compliqué, mais on a des protocoles pour savoir qu'on est capable de mettre un souvenir ou de retirer un souvenir à une souris ou à une mouche. On fait ça de façon simple. On est capable de modifier les souvenirs des animaux, y compris des mammifères. Alors ça, c'est un petit peu invasif, ce sont des systèmes laser qu'on met, ce qu'on appelle l'optogénétique électronique. Mais ça permet de modifier complètement le fonctionnement cérébral. Un certain nombre de devices, de simulations transcrâniennes sont en train d'arriver. Il y en aura des dizaines et des dizaines à l'horizon de 2025. Certains se révéleront pas très efficaces, d'autres se révéleront efficaces. La loi du marché fera la différence au sein du grand neurobusiness technologique. Quand on parle de neurotechnologie, on ne peut pas ne pas parler de Google. Google est le leader mondial de la neurotechnologie. Google est le seul neuro-révolutionnaire, avec des objectifs inouïs en matière de hacking pour notre bien, de notre cerveau. L'objectif de Google est à l'évidence la fusion de l'IT et de la neurologie, ce qui n'est pas forcément une bonne nouvelle pour les citoyens, mais qui est une bonne nouvelle pour vos métiers. Vous avez 100 ans de business devant vous. Le neurobusiness, c'est faire tout ça. Lire le cerveau, aider le cerveau, renforcer le cerveau, fabriquer du cerveau, réparer le cerveau, sélectionner les cerveaux, interfacer les cerveaux et enfin transférer les cerveaux. Certains d'entre vous connaissent ma conviction que j'explique souvent dans mes tribunes dans le monde. Le vrai territoire de Google, ça n'est pas un pays. Le vrai territoire de Google, c'est notre cerveau. De façon soft, et puis maintenant de façon neurotechnologique. Et il y a là aucun agenda caché, aucun complot. C'est un projet politique qui est expliqué par les dirigeants de Google à longueur d'interview. Tout ce que fait Google, de la robotique à l'intelligence artificielle, en passant par la génétique, la Google Car, les lentilles chez les diabétiques, tout cela a des visées neurotechnologiques. Google, effectivement, veut nous orienter, veut nous servir de mémoire de substitution, augmenter nos sens avec ses lentilles, la Google Glass, etc., développer l'intelligence artificielle et la robotique, créer le cerveau 2.0, assurer une vie longue au cerveau, et puis enfin, uploader le cerveau dans la matrice. Kurzweil, qui est le directeur du développement et l'ingénieur en chef de Google, réaffirmait il n'y a pas longtemps sa conviction qu'en 2045, l'intelligence artificielle sera 1 milliard de fois plus puissante que la réunion des 8 milliards de cerveaux humains. Sergey Brin expliquait il y a quelques semaines, nous allons faire des machines qui raisonnent, qui pensent et qui font les choses mieux que nous, humains, pouvons les faire. C'est bien de la neurotechnologie, l'intelligence artificielle. Kurzweil, à Vancouver, expliquait gentiment que dès 2035, et 2035 c'est demain matin, c'est aussi près de nous que la mort de François Mitterrand. Dès 2035, nous aurons des nanorobots pour nous connecter au cloud. Des nanorobots intracérébraux, ce qui nous donnera des capacités extraordinaires et fusionnera l'intelligence artificielle et l'intelligence biologique. On est bien dans un hacking massif du cerveau. Et on est au cœur du projet transhumaniste. Bien sûr, il y a quelques intérêts business,
Kurzweil soulignait dans la foulée que Google connaîtra la réponse aux questions avant qu'on les ait posées, évidemment. Il y aura un circuit électronique court vers le cloud computing qui permettra à Google de pouvoir nous répondre avant qu'on ait formulé la question. Et il précisait que Google nous connaîtra mieux que notre partenaire sexuel et probablement mieux que nous-mêmes nous connaissons. Alors, avoir des implants dans le cerveau, c'est sympathique, mais ça pose quelques problèmes. Vous savez qu'on a démontré il y a quelques années qu'on pouvait, pour les pacemakers connectés à Internet, où les médecins peuvent paramétrer le pacemaker à distance, on a démontré qu'on pouvait les hacker à distance. Les gens qui ont démontré ça étaient des gens bien intentionnés, ils n'ont pas tué 100 000 cardiaques d'un clic de souris, mais ils auraient pu le faire. Ils se sont contentés de faire un article pour alerter les pouvoirs publics. D'ailleurs, Dick Cheney, le vice-président américain, a coupé la connexion Internet électronique de son pacemaker pour que des hackers ne cherchent pas à tuer le vice-président en passant par son pacemaker. Il y a une forme un peu particulière de hacking qu'il va y avoir, de hacking cérébral, c'est le retour de l'eugénisme. Avant, la seule chose qu'on savait regarder sur un bébé, c'est s'il avait une trisomie 21 ou pas. Maintenant, on peut regarder toutes ses caractéristiques génétiques, c'est-à-dire lire la totalité des 3 milliards de bases ADN, très précocement dans la grossesse et sans faire d'amniosynthèse, avec une simple prise de sang chez la maman. La puissance informatique a tellement augmenté qu'on est capable, en séquençant le sang de la mère, de séparer l'ADN du bébé et l'ADN de la mère, parce qu'il y a un petit peu d'ADN du bébé qui passe dans le sang de la mère. On passe d'une amniosynthèse tardive, on regarde s'il y a 3 chromosomes 21, et dans 97% des cas, on avorte de l'enfant trisomique, à un dépistage précoce de la totalité du génome de l'enfant, y compris des gènes impliqués dans les prédispositions intellectuelles. Dans le même temps, les Chinois ont lancé un grand programme de séquençage des surdoués afin de déterminer les variants génétiques qui expliquent les différences de quotient intellectuel. Borgström, l'intellectuel d'Oxford, a montré qu'on pouvait augmenter de 60 points le quotient intellectuel d'un individu. Et 23andMe, filiale génétique de Google, a un brevet sur la sélection génétique des embryons. Vous voyez que là, c'est une forme particulière de hacking neurologique dans le futur. C'est la transformation de la façon dont nous procréons qui pose des problèmes tout à fait majeurs. Alors, le hacking ultime, c'est quoi? Le hacking ultime, c'est le projet du directeur du développement de Google, Ray Kurzweil, l'upload cérébral, c'est-à-dire de transférer le contenu de notre cerveau dans des circuits intégrés. Nous en sommes loin d'un point de vue technologique. Plus loin que Kurzweil le pense de mon point de vue. Mais il est clair que son objectif neurotechnologique sur l'upload pose d'immenses questions politiques et philosophiques. Time a fait un article plutôt sympathique sur ces technologies d'upload et expliquait de façon très décontractée que c'était une façon de devenir éternel. À titre personnel, mais à 55 ans, on est déjà un vieux con, je ne suis pas forcément complètement enthousiaste à l'idée d'avoir ce type d'implant dans le cerveau. Les 30 ou 40 années qui viennent sont les années de la neurorévolution, qu'il s'agisse de lecture du cerveau ou de modification du cerveau. Le bricolage du vivant et du cerveau, mené d'abord par GAFA et par les idéologues transhumanistes, dans un monde où, le fondateur de Netscape a raison, dans un monde où le logiciel dévore le monde, avec une explosion de l'intelligence artificielle, pas dans les 5 années qui viennent, mais dans les 50 années qui viennent, pose d'immenses problèmes de sécurité. Et de mon point de vue, la neurosécurité va devenir le premier des droits de l'homme.
Notre cerveau, qui était un sanctuaire inviolable, va devenir transparent et ouvert à cause du big data, à cause de la génétique, à cause des implants, à cause de tous les progrès de la neurotechnologie. Il ne faudrait pas que le futur devienne cauchemardesque. Au passage, quelques conseils. Quand vous allez chez le coiffeur, en 2025, vérifiez que le casque de brushing ne soit pas un enregistreur pétaflopique de vos pensées et que le coiffeur ne vous implante pas des nanopuces au moment où il vous coiffe. Et si vous êtes le président des États-Unis, veillez à ce que le secret de service parte avec votre verre de manière à ce que personne ne puisse, à partir de votre salive, vous séquencer et connaître vos caractéristiques neurogénétiques de manière à vous influencer et vous manipuler. Je vous remercie. Le transhumanisme pose de nombreuses questions face à l'évolution constante de notre société, et notamment ses nombreuses avancées technologiques. Ce courant de pensée nous pousse à nous positionner sur des questions éthiques délicates. Quel avenir souhaitons-nous pour l'humanité? Comment choisir la technologie et ne pas la subir? Sommes-nous tous égaux face au progrès technologique? Comment ne pas tomber dans l'eugénisme, la volonté d'améliorer l'espèce humaine notamment à l'aide de la technologie génétique? Quel sera notre rapport aux invalidités, au handicap une fois que les technologies de manipulation génétique se seront développées? Qu'est-ce que cela signifie sur le statut de l'être humain? Qu'est-ce qui est humain et qu'est-ce qui ne l'est pas? Et vous? Vous êtes-vous posé au moins une de ces questions?